Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 32. L'ambulance avait traversé la campagne à une allure déraisonnable. Les routes étaient humides et étroites, mais les chauffeurs, bien que ne comprenant pas tous les enjeux de ce qui était en train de se passer, n'avaient pas montré la moindre hésitation. À l'approche de la ville, là où les routes étaient un peu plus encombrées, il avait allumé la sirène, mais pas ralenti d'allure. Morel, qui était assis à côté, l'encourageait à accélérer encore davantage. À l'arrière, Fred et l'autre ambulancier tendaient tant bien que mal de calmer Isidore pour ne pas qu'il se blesse. Les Haïtiens, les yeux toujours ouverts, révulsés, étaient pris de petits tremblements continus qui parfois s'accentuaient et pouvaient présenter les aspects d'une crise d'épilepsie. Le légiste savait parfaitement que ce n'était pas le cas, et de fait, il se trouvait diminué à certains moments. Pour sa part, l'ambulancier, rassuré par la présence d'un médecin, se contentait de suivre le plus scrupuleusement possible les consignes de ce dernier. Au bout d'un moment qui parut à tous une éternité, l'ambulance arriva enfin à l'hôpital où avait été conduite Socan. Comme l'établissement avait été prévenu de leur arrivée, plusieurs infirmiers attendaient pour prêter main forte. Isidore se débattait tellement à ce moment-là que la présence de 3 gaillards ne fut pas de trop. Dès qu'il descendit du véhicule, Borel fut abordé par un grand sec et en blouse blanche qui se présenta comme étant le docteur Justin Vigne, en charge de Solange. « Je n'ai pas bien compris ce que vous avez demandé, » confia-t-il au commandant. « Votre collègue est toujours sans connaissance et nous n'avons pas encore les résultats des analyses pour comprendre ce qui lui arrive. Que lui voulez-vous » Ça va trop long à vous expliquer en détail, docteur, et... C'est ma patiente, j'ai tout mon temps. Vous avez de la chance, moi je n'en ai pas, excusez-moi. Il écarta le médecin en douceur en lui posant une main sur l'épaule et entreprit de rattraper Fred et la civière qui transportaient Isidore et qui avaient déjà franchi les portes de l'hôpital. Isaac avait plus d'assurance que lors de son précédent passage dans cette forêt étrange. Il n'en connaissait pas plus les secrets ni les pièges, mais il savait désormais qu'elle n'était que le fruit d'un esprit dérangé. Il n'avait pas posé la question à Isidore, mais il voulait croire que, quoi qu'il lui arrive ici, cela ne serait pas pour de vrai, un peu comme si on avait été dans un rêve. Joli exercice d'autopersuasion qui faisait fi de ce qui était arrivé à Alice Ménestrel. Elle avait été égorgée ici et, à son réveil, s'était mise à saigner abondamment. Simon se concentrait sur l'objectif de sa mission, retrouver Solange et lui dire qu'elle seule pouvait encore arrêter Mambo Cyprès. Pour y parvenir, il devait attendre un signe. Et d'ici là, donner le change à son compagnon d'infortune qui, lui, pour le coup, était de plus en plus terrifié. En effet, Frédéric suivit comme il le pouvait le major, mais il avait du mal à ne pas être attiré et apeuré par tout ce qui l'entourait. Cette forêt semblait peuplée de dangers, désireuse de le dévorer. Il y avait un moment maintenant qu'il marchait et Isaac priait intérieurement pour que le signe arrive, pour qu'il arrive avant que Frédéric ne lui pose des questions. Malheureusement, il sentit d'un seul coup une main se poser sur son épaule et entendit « Vous êtes certain de ce que vous faites ?» Isaac s'arrêta, prit une grande respiration et se retourna. « Naturellement, faites-moi confiance. » Il mentait. Ils avaient traversé les couloirs de l'hôpital au pas de course, n'hésitant pas à bousculer ceux qui par inadvertance se trouvaient sur leur chemin. Fred ouvrait la marche et se retournait fréquemment pour voir l'état d'Isidore. L'Haïtien était de plus en plus agité. Ses tremblements pouvaient faire croire qu'il était en pleine crise d'épilepsie, et le légiste avait peur de le voir faire une crise cardiaque. Borel finit par rattraper le petit groupe avant qu'il n'atteigne la chambre de Chocan. Il se porta à la hauteur de Castella. Tout se passe bien?
J'espère. Il se coupa dans sa phrase en découvrant le numéro sur la porte d'une chambre devant laquelle il passait. 24, c'est là. Il se tourna vers les infirmiers qui les suivaient. C'est là. Sokan était toujours inconsciente et plusieurs appareils prenaient ses constantes vitales. On fit glisser le branc-corps où se trouvait Isidore juste à côté de son lit. Quand tout fut en place, Fred lança un regard inquiet à Borel. On y va. Le commandant ne répondit que d'un geste de la tête, et après une nouvelle hésitation, Castella attrapa la main du lieutenant et celle d'Isidore. Au moment précis où il allait les mettre en contact, la porte de la chambre s'ouvrit pour laisser entrer Justin Vigne. « Arrêtez cela immédiatement !» ordonna le médecin d'un ton qui ne souffrait pas la contestation. Surpris par cette intervention inattendue, Fred arrêta son geste. « Lâchez ma patiente et sortez-moi celui-là !» il montra Isidore. « Il n'a rien à faire ici !» Cette intervention agaça Borel au plus haut point. Semblant perdre tout contrôle, le commandant se rua littéralement sur le toubib et, sans ménagement, le sortit de la chambre en hurlant. « Ceci est une intervention de police. Vous n'avez aucun ordre à nous donner. » Loin de désarçonner Vigne, l'agressivité de Borel le poussa dans ses retranchements. « Ne me prenez pas pour un con. Il n'y a rien qui peut justifier votre démarche, et vous feriez mieux de faire examiner votre ami. Il me semble bien mal en point. » En sortant, Borel avait refermé la porte de la chambre, et Fred entendait les deux hommes s'invectiver dans le couloir. « Parfait, se dit-il. À moi de jouer. » Il reprit la main de Sokan et celle d'Isidore et les mit en contact. Solange avait cru que tout était perdu. Elle était dans cette église, dans cette ville étrange, après avoir échappé à un rituel qui lui promettait la mort, et elle avait été rattrapée par ses poursuivants, et surtout par un terrible GD qui paraissait plus déterminé que jamais à lui faire payer son audace. Le fourbe prenait son temps. Il savait que le lieutenant était pris au piège, qu'elle n'avait aucun échappatoire, alors il savourait sa victoire. Ayant reculé jusqu'à l'hôtel et bien décidé à vendre chèrement sa peau, Solange avait attrapé un chandelier qui se trouvait là et qu'elle était décidée à utiliser comme une arme de la dernière chance. Cela parut juste amuser son agresseur qui se mit à rire en la voyant faire. « Tu perds ton temps, ma belle !» lui dit-il en la toisant. « Va te faire foutre !» Soit qu'il n'apprécia pas le conseil, soit qu'il fût lassé de son jeu pervers, il abandonna toute retenue et se jeta sur Solange qui n'eut pas le loisir de frapper avec le chandelier. Il percuta la jeune femme avec violence. Elle lâcha son arme de fortune et heurta violemment le sol. Elle se retrouva allongée sur le dos, maîtrisée par son agresseur qui déployait une force incroyable. Tout allait s'arrêter là. Tout aurait dû s'arrêter là. Mais alors qu'il posait ses mains autour de son cou pour l'étrangler, alors que cette dernière semblait avoir renoncé à la lutte, l'incroyable se produisit. Solange sentit une main prendre la sienne et la serrer fort. Tout ce qui l'entourait se troubla et disparut. Elle eut l'impression de flotter dans l'air et distingua alors un visage inconnu, celui d'un homme noir aux cheveux blancs frisés qui la regardait en souriant. Et puis, la chaleur de la lumière du soleil et la forêt, retour au point de départ. Elle était terrifiée. Rien n'avait de sens, rien n'avait de logique. Exactement comme si elle avait été dans un rêve, mais un rêve oppressant, car de par trop réel. Elle regarda autour d'elle. C'était bien cette terrible forêt tropicale qui était revenue. Celle qu'elle avait eu tant de mal à fuir. Plus de traces de la Grande Hutte, de Mambo Suprême ou de ses sbires, mais plus de traces non plus du Major Simon. Elle était seule, sans aucune ressource dans ce lieu inconnu. La première angoisse assumée, elle essaya de raisonner. Que faire ? Aucune réponse évidente ne lui vint à l'esprit. Elle avait le regard perdu dans le vague lorsqu'elle vit quelque chose bouger un peu plus loin. Elle plissa les yeux et comprit que 2 personnes venaient dans sa direction. Elle aurait sans doute dû jouer la prudence, mais la situation était de part trop désespérée pour risquer de passer à côté d'un peu d'aide. Aussi, pour être certaine que les visiteurs ne disparaissent pas comme ils étaient venus, elle se mit à courir dans la direction en les interpellant. C'est au moment précis où Isaac commençait à douter, où il n'avait plus de réponse à apporter aux questions de Frédéric, qu'enfin le signal qu'il attendait se produisit. Il reconnut immédiatement la voix qui venait de l'interpeller, et quand il regarda dans la direction d'où elle venait, il n'eut aucune peine à identifier cette silhouette qui lui était si familière. En revanche, Sokan, de son côté, mit plus longtemps à reconnaître son collègue,
mais le soulagement qu'elle ressentit lorsqu'elle le fit fut immense. D'ordinaire réservée et distante, elle se laissa aller à un geste inhabituel de sa part et prit le major dans ses bras. Bien que surpris par cette étonnante proximité, ce dernier se laissa faire. « Vous leur avez échappé, vous leur avez échappé !» répéta plusieurs fois Solange en serrant Isaac de plus en plus fort. « Oui ?» répondit simplement celui-ci, préférant laisser retomber les émotions avant de se lancer dans plus d'explications. Lorsqu'enfin Sokan lâcha Simon, il put voir une larme couler sur la joue du lieutenant. Il l'interpréta comme la preuve de la tension que la jeune femme avait subie depuis leur enlèvement. S'apaisant enfin un peu, Solange remarqua la présence de Frédéric et en fut intrigué. Isaac le présenta rapidement, ce qui ne permit pas à Solange de comprendre comment il était arrivé ici. Elle demanda donc des précisions et Isaac put lui dire. Dès que la main d'Isidore toucha celle de Sokan, l'Haïtien cessa de trembler, et comme s'il avait conscience de ce qu'il faisait, il serra la main du lieutenant. Solange eut un petit sursaut, comme si un courant électrique avait parcouru son corps. Les deux retombèrent alors dans une sorte de stase, dépourvue de toute réaction. Fred, qui était seul dans la chambre avec eux, hésita sur l'attitude à tenir. Dehors, il entendait encore Borel débattre avec Figne. Ce dernier ne semblait pas vouloir rendre les armes et exigeait toujours des explications. Le légiste finit par se décider et s'approcha d'Isidore pour tenter de la ramener à la conscience. Il se mit accroupi à sa droite et l'interpella de vive voix, sans résultat. Il secoua un peu le prêtre qui resta immobile. La porte de la chambre s'ouvrit, Borel entra. Il était seul. « Tu as réussi à te débarrasser du toubib ?» demanda Fred. « Oui, mais je suis pas vraiment certain qu'il ait baissé les bras. Et d'ici à ce qu'il nous prie pas un coup en douce. Et toi ?» Castella haussa les épaules. Il fit un signe en direction des deux corps inanimés, laissant au commandant la libre interprétation de la situation. « J'ai l'impression que l'on devient complètement cinglé. » finit par dire ce dernier. « Comment a-t-on pu se laisser embarquer dans une histoire aussi délirante ?» On n'avait rien de mieux à faire. L'intention de Fred était louable. Il voulait rassurer le policier. Il voulait se rassurer également d'ailleurs. Le résultat ne fut pas fameux. Heureusement, Isidore eut un petit tremblement. Il lâcha la main de Solange, plissa les yeux et se les frotta. Il revenait à lui. Il lui fallut quelques secondes encore pour reprendre totalement ses esprits. C'est bon, il n'y a plus qu'à attendre. Solange ne comprenait rien de ce que lui réexpliquait Isaac. Elle se trouvait dans un monde dit irréel, créé par des substances chimiques, des manipulations mentales et sous le contrôle d'une prêtresse vaudou. De prime abord, tout cela lui parut ridicule. Mais devant l'assistance du major, devant son sérieux, elle se mit à douter. Était-elle en train de perdre la tête, de devenir folle? Elle demanda à Isaac de se taire, elle avait besoin de faire le point. Alors, lui revint à l'esprit tout ce qui s'était passé depuis leur enlèvement, et surtout l'étrange incursion dans cette ville mystérieuse. Elle n'avait pas compris comment elle y était arrivée, et encore moins comment elle en était partie. Elle se tourna vers Isaac. Alors, je suis dans une sorte de rêve, c'est ça? Voilà pourquoi il se passe tant de choses étranges que j'accepte sans devenir folle. Et je suis dans un rêve. Pas tout à fait. Répondit le major. D'après Isidore, nous sommes dans un rêve, oui, mais un rêve collectif où se trouvent tous ceux qui ont consommé la drogue de Mambo Suprême et subi son hypnose. Et elle le contrôle en grande partie. Et comment je sors de là? Avant de sortir, il faut que vous trouviez Mambo Suprême. Vous êtes la seule à pouvoir le faire, car vous êtes la dernière à être ici par sa volonté. Et vous? Elle désigna Frédéric et le major. Isaac expliqua comment ils s'étaient retrouvés là et que la prêtresse n'avait joué aucun rôle dans leur présence. En conséquence, il n'aurait aucune chance de la retrouver ici. Vous m'avez bien retrouvé, moi. Grâce à Isidore, il a sans doute été en contact avec vous maintenant, et il a servi de pont. Le lieutenant ne comprenait pas tout, mais une chose était claire pour elle désormais. Elle devait retrouver Mambo Suprême et l'empêcher de s'enfuir. Elle écouta des consignes de Simon, mais eut bien du mal à croire que ce qu'il suggérait avait une chance de marcher. Le major avait expliqué plusieurs choses. Tout d'abord, nous devons retrouver la hutte. Il n'y a que vous qui pouvez y faire. Comment pourrais-je accomplir un tel miracle? Je n'ai aucune idée de l'endroit où nous nous trouvons. Oubliez ce genre de problème. Vous savez maintenant que le monde n'est pas réel, que vous ne vous y trouvez que par le truchement de drogue et d'hypnose. Si vous voulez trouver la hutte, il vous suffit de souhaiter. Il appuya son propos d'un regard insistant qui disait simplement « Faites-moi confiance ». Une fois sur place, vous seul pourrez vous en approcher. Frédéric et moi restons en retrait. Pourquoi? D'après Isidore, ce lieu est le centre de l'esprit de celle qui se fait appeler Mambo Suprême. Il est en quelque sorte protégé. Tous ceux qui sont là sans que cela soit sa volonté ne peuvent s'y risquer. Vous approcherez donc et vous trouverez la Mambo. Simon arrêta là son exposé. Solange le dévisagea. Elle attendait la suite. Il ne semblait pas y en avoir. Elle questionna. Je n'en sais pas plus. D'après Isidore, vous saurez quoi faire. Je saurai quoi faire? Oui, vous saurez quoi faire pour l'arrêter.
Le lieutenant chercha un peu d'appui vers Frédéric qui suivait la conversation, sidéré et sans doute persuadé qu'il était en train de faire un cauchemar. Le policier se contenta d'hausser les épaules. « Faites-moi confiance. » insista Simon. Bien. Répondit Solange résignée. Comment je fais pour retrouver la hutte? À vous de choisir. Elle soupira, regarda autour d'elle et désigna par pur hasard une direction. Incroyable! Le petit groupe n'avait pas parcouru 100 mètres qu'ils tombèrent sur la route de terre qu'ils avaient suivie avec Ménestrel-les-Rois lors de leur première venue ici. Solange eut du mal à réaliser et le regard qu'elle jeta à Isaac fut tout aussi inquiet qu'interrogateur. Elle devait accepter d'être dans un monde irréel dont les règles n'avaient rien de commun avec le monde réel. « Quelle direction maintenant ?» demanda le major. « Par ici. » répondit le lieutenant sans réfléchir. Ils se remirent en route et commencèrent bientôt à gravir une colline tout en sachant parfaitement ce qu'ils allaient trouver derrière. Effectivement, une fois au sommet, ils virent la hutte en contrebas. L'ambiance autour de cette dernière avait bien changé. Plus de fidèles, plus de feu, même plus de potes au mi-temps. Juste la hutte, toujours aussi imposante, mais paraissant totalement vide. Isaac posa la main sur l'épaule de Solange. « C'est à vous de jouer, lieutenant. Frédéric et moi ne pouvons plus rien faire que vous attendre ici. » Solange ne répondit pas. Elle se contenta de se diriger lentement vers la hutte, tout en se demandant ce qu'elle allait y trouver. Elle marqua une hésitation lorsqu'elle fut juste devant la porte. Un dernier regard en arrière pour voir si ses deux camarades étaient toujours là. Ils n'avaient pas bougé. Une grande respiration, et elle entra à l'intérieur. Le lieu était sombre. Quelques rayons de soleil perçaient timidement le toit de chaume, n'éclairant l'endroit que par de fins rayons de lumière. Immédiatement, la policière ressentit une présence et s'immobilisa. « Vous voilà enfin !» fit une voix de femme sortant du coin le plus obscur de la hutte. « Je désespérais que vous veniez jusque-là. » Solange chercha à voir qui venait de parler, mais elle ne distingua qu'une ombre. Elle fit un pas dans sa direction sans vraiment prendre conscience du danger auquel elle s'exposait. Ce dernier se rappela bien vite à elle. La femme, semblant devenir enragée, n'attendit pas que le lieutenant soit proche d'elle. Elle bondit littéralement comme un animal et roula au sol avec sa proie. Le premier moment de surprise passé, Sokan asséna un violent coup de pied dans le ventre de son agresseur, qui fut à son tour projeté en arrière. Cela laissa le temps à la policière de se relever et de découvrir enfin le visage de son adversaire. Cela pouvait être Mambo Cyprem. Elle avait à peu près les traits du visage et l'allure générale, mais la femme qui était en face d'elle était vieille et décharnée. Le visage si froid de la grande prêtresse avait laissé place à des rictus de rage et de douleur. Ses yeux étaient injectés de sang, et elle montrait les dents comme un chien le fait juste avant d'attaquer. « Je veux sortir d'ici !» se mit-elle à hurler. « Je veux sortir d'ici !» Et de nouveau, elle se lança sur le lieutenant. Cette fois-ci, cette dernière ne se laissa pas surprendre. Elle bloqua l'attaque de la folle et parvint à la maîtriser. Solange était maintenant derrière elle, avec un bras autour de son cou et une main qui lui maintenait le poignet dans le dos. Impossible pour la furie de bouger, bien qu'elle tentât de se libérer avec l'énergie du désespoir. « Calmez-vous !» hurla la policière. « Calmez-vous ou je vous casse le bras. » La menace ne parut pas impressionner la Mambo qui continua à se débattre sans parvenir à se soustraire à l'emprise qui la maintenait prisonnière. « Vous voulez sortir d'ici? Alors calmez-vous et parlons. » Enfin, la folle parut entendre raison et cessa de se débattre. Elle haletait fort et ne parvenait pas à décrocher le moindre mot. Mais elle ne se débattait plus. Solange entendit un peu et puis calmement dit « C'est terminé maintenant. Je vais vous libérer et nous allons parler. » Lentement et avec précaution, Sokan relâcha son étreinte. Tout sembla bien se passer. La Mambo se retourna face à elle. Le regard de la prêtresse était toujours aussi fou et son visage était toujours déformé par la rage. Solange, se souvenant de ce que lui avait dit Isaac, dit calmement. « Nous sommes toutes les deux prisonnières ici. Nous devons collaborer si nous voulons nous en sortir. » Ce n'était pas vraiment la technique que lui avait conseillé le major, mais le lieutenant pensait qu'elle serait plus efficace. La suite lui prouva que non. Mambo soupira, elle recula d'un pas et se força à sourire. « Oui, nous devons collaborer. Collaborer, venez avec moi. » Sans attendre la réponse de la policière, elle se dirigea vers la porte de la hutte. Solange lui emboîta le pas. Quand les deux femmes arrivèrent dehors, le lieutenant resta sans voix. La forêt avait disparu. Les deux femmes se trouvaient sur une sorte d'îlot cerné par un océan déchaîné. Des vagues immenses venaient lécher les rochers et un tonnerre menaçant résonnait dans le ciel. « De l'autre côté de l'océan, il y a le monde réel, » dit Mambo en laissant son regard se promener sur les alentours. « Comment allons-nous le franchir ?» La question était rhétorique, car il n'y avait aucune chance que Solange soit en mesure de lui répondre. Elle ne connaissait de la situation que ce que Isaac lui avait expliqué rapidement. « Vous êtes dans un monde créé par mon esprit, » reprit la prêtresse. « Et ce que vous voyez, elle se tourna lentement vers le lieutenant,
Et vous savez d'où vient ma colère? Sokan n'osa pas répondre. De ce que vous et vos pourris de collègues m'ont fait. Elle n'avait pas fini sa phrase que déjà elle avait de nouveau bondi sur la policière. La nouvelle bagarre qui s'ensuivit fut aussi violente que la précédente, mais elle était en plus rythmée par le bruit des vagues et la colère du tonnerre. Chaque coup que donnait la prêtresse était accompagné d'un éclair qui zébrait le ciel, et chaque cri un coup de tonnerre. Cette fois-ci, la policière ne put pas facilement prendre le dessus. Les attaques de la Mambo étaient plus rapides, plus violentes et plus efficaces. Solange se retrouva de nouveau sur le dos avec la folle sur elle, et cette fois-ci, elle sentit les mains de son agresseur serrer lentement sur son cou. C'est bon, il n'y a plus qu'à attendre, avait dit Isidore. Mais Castella n'en pouvait plus d'attendre. Il était avec Borel et le prêtre haïtien, assis à côté du lit de Solange, qui n'avait toujours pas repris connaissance. Parfois, elle était prise de petits soubresauts, et aussitôt les trois hommes se dressaient d'un bond. Et puis Isidore secouait négativement la tête. Non, pas encore. Disait-il. Solange se calmait, les trois hommes reprenaient leur attente. Presque 1 heure d'attente déjà, et ce petit manège s'était produit 2 fois. Encore 10 minutes d'attente, et la porte de la chambre s'ouvrit de nouveau. Le docteur Vigne apparut dans l'embrasure. Il affichait un sourire satisfait. Il n'était pas seul. Un grand type dégarni, avec une barbichette noire et un costume 3 pièces, se tenait à côté de lui. Le médecin jeta un regard méprisant aux 3 hommes dans la pièce, puis se retournant vers l'encravaté, il lança. « Vous voyez, je vous l'avais bien dit !» Borel sentit de nouveau la colère l'envahir, mais il resta calme, se leva toutefois et s'approcha des 2 nouveaux venus. Le second se présenta. « Je suis Monsieur Clair, le directeur de l'hôpital. Le docteur Vigne affirme... »« Sortons, vous voulez bien ?» coupa Borel. « Non !» hurla Vigne. « Tout le monde sort et vous laissez ma patiente tranquille. » Le commandant chercha du soutien chez le directeur, mais celui-ci demeura impassible et se contenta de demander à qui il avait affaire. Borel sortit sa carte de police et expliqua qu'il était en intervention spéciale. Ce qui ne sembla pas convaincre l'administratif. Ce dernier croisa les bras et affirma qu'aucune opération de police ne pouvait justifier une intervention près d'une malade inconsciente. « Je vous ordonne de sortir !» finit-il par conclure. À l'expression d'inquiétude qu'il put lire sur le visage d'Isidore, le commandant comprit que ce n'était vraiment pas le moment de céder. Il tenta d'argumenter, mais le directeur monta le ton, rappelant sa qualité et ses prérogatives. De nouveau, fin de non-recevoir de la part du policier. Alors Claire fit un pas en arrière et un petit signe de la main. Aussitôt, 5 infirmiers à l'allure de rugbyman vinrent se planter devant la porte de la chambre. « Je vous ordonne de sortir !» insista le responsable de l'hôpital, alors que le docteur Vigne affichait un sourire insolent. Castella, qui d'ordinaire n'était pas du style à se laisser malmener, fut cette fois-ci la voix de la raison. Il vint à côté de Borel et informa qu'il n'était pas la peine d'en arriver là, que lui et ses amis allaient quitter la chambre. Isidore, comprenant qu'il n'avait pas le choix, se leva à son tour en essayant de traîner le plus possible. C'est à ce moment précis que Solange entra à nouveau en crise. La réaction de Vigne fut immédiate. Il se précipita vers sa malade et demanda de l'aide. Le directeur, lui, resta impassible, attendant sans faiblir que les 3 hommes quittent la chambre. Au moment précis où il passait le pas de la porte, Borel se prit la tête et se mit à crier comme si quelqu'un était en train de la lui arracher. Il s'effondra au sol et se roula dans tous les sens. Autant clair que les infirmiers furent désarçonnés, et ce fut le signal pour Fred Isidore. Le premier, qui se tenait juste derrière Vigne, lui mit une main amicale sur l'épaule. Justin se redressa et regarda le légiste avec surprise. « Désolé, cher confrère. » dit alors Fred avec un grand sourire avant de coller un gigantesque coup de poing dans le visage de son vis-à-vis qui alla s'étaler au sol pour la peine. Dès que Sokan fut débarrassé du docteur Vigne, Isidore sortit de sa veste un couteau aux manches finement sculptées et le mit dans la main de Solange. Cette dernière s'immobilisa une demi-seconde et commença à donner de violents coups de lame à un adversaire imaginaire au-dessus d'elle. Solange étouffait. Elle avait les idées de plus en plus brouillées. Elle ne sentait plus son cou. L'orage grondait toujours. Le vent et les vagues semblaient crier pour encourager la Mambo qui continuait à l'étrangler sans le moindre pitié. Le lieutenant était prêt à abandonner la bataille et à se laisser sombrer. Elle n'avait plus de force. C'est alors qu'elle sentit quelque chose dans sa main droite, comme si on venait d'y déposer un objet.
cet univers si particulier, elle n'en fut même pas surprise. Elle serra la main, tourna la tête avec peine et découvrit alors qu'elle tenait fermement un couteau dont la lame brillait à chaque éclair. Elle, qui une seconde auparavant était pour ainsi dire morte, se sentit renaître. Elle vit le visage de Mambo au-dessus d'elle, qui était déformé par la haine et qui affichait cependant un petit rictus de satisfaction. Elle était certaine de sa victoire. Elle avait tort. Solange vint planter la lame dans le cou de la prêtresse avec une force incroyable. La haine se transforma en surprise pour Mambo Cyprès, et puis en douleur. Le lieutenant retira le couteau et un flot de sang presque noir jaillit alors de la blessure. La prêtresse, lâchant sa proie, porta sa main à son cou pour tenter de stopper l'hémorragie. Peine perdue. Solange donna un second coup de couteau, puis un troisième. Mambo bascula sur le côté. Les vagues et le vent se calmèrent. Le ciel resta noir, mais plus aucun éclair ne se fit voir, ni aucun coup de tonnerre entendre. L'espace d'un instant, le lieutenant crut voir dans le ciel se dessiner les traits d'un homme noir au visage émacié et aux yeux verts émeraude qui toisa la scène en silence avant de s'évaporer. Solange pensa à Ragoul, l'esprit dont lui avait parlé Isaac. Elle lâcha le couteau, elle toussa et eut du mal à reprendre sa respiration. Elle se leva avec peine, regarda le corps sans vie de la Mambo Cyprès. Elle vit alors le visage de cette dernière se transformer et prendre d'autres traits. Elle lâcha un juron. « Mais vous êtes complètement cinglé !» avait hurlé le directeur de l'hôpital au moment où il avait vu Isidore mettre le couteau dans la main de Solange. Il s'était précipité, mais l'haïtien ne l'avait pas laissé approcher. Voyant leur supérieur avoir des difficultés avec Isidore, 3 des infirmiers qui s'étaient penchés sur Borel se précipitèrent pour séparer les 2 hommes. À ce moment, le commandant comprit qu'il n'était plus nécessaire de faire croire à un malaise. Il se redressa donc et voulut porter secours à Isidore. Il n'en eut pas l'occasion. Les infirmiers restés près de lui le maîtrisèrent. Bien vite, la situation tourna à l'avantage du corps des hospitaliers. Fred, Isidore et Borel furent maîtrisés à leur tour. Solange lâcha seul son couteau et le docteur Vine put l'examiner. « Sortez-moi ces énergumènes de là !» ordonna le directeur à ses infirmiers. Aucun d'eux n'opposa la moindre résistance. À peine était-il dans le couloir, sous bonne garde et en direction de la sortie de l'hôpital, que Vine cria « Elle revient à elle ! Elle revient à elle !» Ils étaient 4 dans la voiture. Le commandant Borel au volant, à côté de lui le lieutenant Socan, et derrière le major Simon et le moine. C'était la fin de l'après-midi, le ciel était gris et bas, et ils étaient tous frigorifiés. « Qu'est-ce qu'il faut de bon sang ?» grommela Étienne. « Ils ne vont pas tarder. » répondit le commandant. « C'est long, terriblement long. Voilà 2 jours que nous sommes à cet immeuble et je n'en peux plus. » 2 jours, effectivement, 2 jours déjà que Socan avait repris connaissance et révélé l'incroyable à ses collègues. Vu le pédigré de la personne, Fit remarquer Isaac. Le juge a été plutôt prompt à réagir, surtout qu'on n'avait pas grand-chose à lui donner. Pas grand-chose. S'exclama le moine. Entre les gaillards qu'on a chopés au domaine des 2 lacs, le cadavre de Roi et les doses de produits stupéfiants que tout ce petit monde avait dans ses veines, je trouve qu'on avait plutôt des éléments convaincants. Solange fit remarquer qu'aucun de ces éléments n'incriminait la personne qui s'apprêtait à être interpellée. J'espère que l'on pourra l'arrêter. Rebondit Borel. Depuis qu'on la surveille, elle n'est pas sortie de chez elle et ce n'est même pas présenté à son travail. Le visage de Solange se troubla. D'après Isidore, il n'est pas impossible que... Je sais, Répondit le commandant. mais on va quand même rester prudent et attendre les collègues. Solange n'ajouta rien et après un court instant de silence, Isaac demanda des nouvelles des autres protagonistes de l'affaire. Roy Ménestrel avait été interné dans un hôpital psychiatrique, semblant avoir perdu toute raison, ne tenant que des propos délirants et pouvant se montrer violents. La police avait bien essayé de les interroger, mais cela n'avait abouti à rien. Marc Giraud avait fini par succomber à ses blessures après avoir replongé dans un coma étrange. Et le plus incroyable, Alice Ménestrel, bien qu'encore hospitalisée, était en voie de rémission. « Comment avez-vous justifié qu'elles sont en vie ?» demanda le major. On a parlé d'erreur d'identification de cadavres. Le juge n'était pas convaincu, mais il n'est pas allé plus loin. C'est certain Confirma Solange. qu'on n'allait pas lui parler de zombification et même pas de mort simulée par des rites vaudous ou des produits toxiques. Borel approuva. Il aurait sans doute eu du mal aussi à comprendre l'histoire de la statue et des hallucinations qu'elle pouvait provoquer. Je l'ai laissé chez Fred et fait disparaître de la procédure.
Étienne, qui avait rejoint l'affaire dans les derniers temps et à qui on avait expliqué les tenants et les aboutissants sans vraiment parvenir à le convaincre, soupira. Ces histoires sont folles. Tant d'énergie pour si peu. Pas pour si peu. Contredit Solange. Grâce à ses commentés, Mambo Suprême attirait à elle des hommes dont elle finissait par faire ses disciples et qui lui vouaient une dévotion sans nom. Les rites vaudous, les drogues exotiques et sans doute des choses qui nous échappent lui permettaient d'avoir à disposition une petite armée dont elle pouvait vendre les services. Tous les gérés et autres serviteurs de l'ordre dont on a réussi à trouver l'identité ont vécu des histoires un peu similaires, même si ce n'est pas forcément avec leurs femmes. C'était une secte, quoi. Oui, avec des moyens particuliers, très particuliers. Une camionnette vint se garer derrière eux. Et voilà. Dit Borel en ouvrant sa portière et en se portant à la rencontre de l'homme en uniforme qui venait de descendre de l'autre véhicule. Il lui tendit la main. Commandant Borel. Lieutenant Chapman, du raid, répondit l'autre. On peut y aller? Oui, nous sommes prêts. Il regarda l'immeuble et la rue. Tout semblait tranquille. Vous aviez vraiment besoin de nous? Demanda Chapman. Je ne sais pas, mais vu la situation, j'ai préféré être prudent. La porte de l'appartement n'offrit pas beaucoup de résistance et les policiers, en tenue d'assaut, y pénétrèrent avec fracas mais prudence en hurlant leur qualité. Le premier choc passé, tout devint calme, et tout en restant prudentes, les forces de l'ordre commencèrent à fouiller les lieux. L'appartement était spacieux et luxueux. Un hall d'entrée, un grand salon ouvert sur une cuisine moderne, une seconde pièce qui ressemblait à s'y méprendre au bureau des palais de la République et une chambre spacieuse accolée à un dressing. À chaque fois qu'ils entraient dans l'une des pièces, le policier de tête criait « RAS » à l'intention de ses camarades. Et bientôt, l'appartement complet fut sous contrôle. C'est à ce moment seulement que Socan, Borel, Simon et Lemoine y pénétrèrent. De leur arrivée, le lieutenant Chapman s'approcha du commandant. « L'appartement est vide, commandant, totalement vide. » Borel lâcha un juron. Voilà qui n'était pas privé au programme et qui risquait de compliquer les choses. Il se tourna vers Solange. Vous êtes certain que vous l'avez bien reconnu? Pas à l'ombre d'un doute. Il n'y a personne ici. Solange ne fit aucun commentaire et s'approcha de la porte d'entrée. À côté de celle-ci se trouvait une boîte à clés, qu'elle ouvrit. De suite, elle remarqua qu'il en manquait une. Un des crochets était vide, et au-dessus de ces derniers, il était écrit « Cave ». Je sais où elle est. Toute la troupe se transporta au sous-sol avec la même prudence. Ils ouvrirent chacune des caves qu'ils y croisèrent. C'est dans la troisième qu'ils trouvèrent ce qu'ils étaient venus chercher. Dans une demi-pénombre, au milieu d'un étrange dessin tracé au sol de terre battue et cerné de bougies qui avaient fini par s'éteindre, ils distinguèrent les contours d'une femme allongée sur le ventre. Immédiatement, Solange se porta à sa hauteur et lentement elle la retourna. C'était bien Sophie Valois, l'avocate de Giraud, qui se trouvait là. Le lieutenant prit son poignet, écouta son cœur et en se relevant simplement dit à ses collègues. « Elle est morte. Nous n'avons plus affaire à Mambo Suprême. » Ainsi se termine l'affaire Ménestrel. Et avec elle la 8e saison d'Arcanum Fabulas. Au moment où je prononce le mot fin, je vous invite à nous retrouver très vite pour la saison 9 de notre podcast. Et cette fois vous allez plonger dans un roman policier qui se déroule au cœur de la Seconde Guerre mondiale. À la semaine prochaine.